Il me semble que vous avez dit dans le dossier de presse, dans l'interview que vous avez donnée, que le film, vous avez un peu de mal à le monter. Est-ce que c'est à le monter financièrement? Parce que j'ai regardé le générique, il n'y a pas de chaînes de télévision qui ont participé au financement des films. Donc, c'est-à-dire que c'était pas évident. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est le fait que ce soit des jeunes acteurs pour la plupart? Alors je vous corrige, il y a 2 chaînes de télévision qui ont coproduit le film et c'est grâce à elles en grande partie que le film s'est fait, c'est France 2 et Canal+. Mais il a toutefois été très difficile à monter. C'est-à-dire que je l'ai écrit en 2011. Bon après c'est pas non plus, je dis difficile parce que j'aime bien aller vite et que je suis dans une forme d'énergie, d'obstination qui fait que peut-être le temps me paraît long quand ça n'avance pas. Je ne suis pas non plus à plaindre si on compare aux cinéastes, à certains cinéastes qui ont mis 10 ans à faire leur film, donc c'est pas... Mais c'est vrai que... Donc j'ai écrit en 2011, et j'étais à ce moment-là avec mes producteurs de toujours, qui avaient produit mes 3 premiers films, et ils ont essayé pendant un an de financer, et ils sont arrivés, j'ai dû changer de producteur. Je suis partie avec un autre producteur, avec qui je suis restée pendant 4 mois. Donc je pensais vraiment qu'il arriverait à produire le film, qu'il avait d'autres ressources et en fait il s'est heurté au même problème. Et finalement, à un moment où vraiment on pensait que le film était mort, un 3e producteur, Charles Gilibert en l'occurrence, qui se trouve être aussi producteur des films d'Olivier Assayas et que je connaissais depuis des années, mais pas... que j'avais jamais travaillé, a repris le film vraiment in extremis, nous a permis de tourner à New York en prenant un vrai risque financier. Un mois et demi plus tard, il l'a fait parce qu'il savait que c'était absolument nécessaire artistiquement pour le film, qu'il fallait qu'on tourne à New York avant que l'été se termine. Il a continué de chercher le financement qui manquait encore après. Donc pendant 2 mois, on a juste tourné la partie à New York et quelques jours d'été qui étaient indispensables dans le film. On s'est arrêté. Il a continué de chercher le financement, ce que franchement je pensais qu'aucun producteur lui fait, parce que c'est très risqué, quoi. On a repris le tournage fin novembre jusqu'à début février et on a fait vraiment le scénario qui... Enfin, quand Charles Gilbert a repris le film, il s'est vraiment tenu à ce scénario-là. Il a pu me demander de rien couper, ce qui était vraiment libérateur. Et c'est sur la base de cet engagement qu'il a eu avec moi de respecter l'intégrité du scénario, là où on est arrivé, parce qu'entre-temps j'avais dû faire déjà énormément de coupes au départ. Après j'ai donné le bâton pour me faire battre parce que j'avais écrit 2 films, donc j'avais écrit un film en 2 parties, c'était 2 longs métrages, et l'idée c'était de sortir à une semaine d'intervalle, et le film d'ailleurs a existé sous cette forme pendant assez longtemps, c'est-à-dire quand j'étais avec mes premiers producteurs, les films Péléas, donc ceux des films précédents, quasiment jusqu'au moment où je suis partie, le film n'existait que sous cette forme-là, de 2 longs métrages, 2 parties. C'était la même division que celle que vous voyez dans le film, si ce n'est que c'était 2 films de même durée, 1h45, 1h50, enfin c'était écrit comme ça. Et puis le sujet était certes attractif dans une certaine mesure, et c'est grâce à ça, je pense en partie, que j'ai pu obtenir le soutien des chaînes, mais le traitement paraissait bien trop éloigné de ce qu'on attendait d'un film traitant de ce sujet-là. D'abord, on l'a fait lire à différentes personnes qui sont proches de mon cinéma, qui sont des interlocuteurs. Enfin, on a cherché des investisseurs. Enfin, pour différentes raisons, la question s'est posée à un moment donné de le faire lire à des Américains. Et déjà à ce moment-là, je voyais bien qu'il y avait une attente très forte du projet et il y avait une compréhension déjà du scénario. Et après, ça s'est vérifié dans les festivals, etc. Alors qu'en France, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Et ça me renvoie d'ailleurs à cette discussion que j'ai eue avec un ami qui est un des acteurs de la French Touch et qui me dit de toute façon, c'est pareil avec la French Touch, ces artistes-là ont toujours été beaucoup plus reconnus aux États-Unis qu'en France. Une des raisons qui vous ont poussé à faire ce film, c'est donc le film d'Assayas après mai. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, les films sur la jeunesse des années 90, un peu en France, mais il y a une chose qui est dans le film d'Assayas qu'on ne trouve pas dans votre film, c'est la politique, ou l'engagement politique, parce que ça n'existait pas. Quand je dis que le film d'Olivier a servi de déclencheur, c'est notamment pour cette raison-là, c'est-à-dire que de voir
Dans son film, le caractère central qu'avait eu l'engagement politique pour les adolescents de son époque, du milieu des années 70, m'a renvoyé à ma propre génération, m'a fait poser la question de ce qui avait remplacé quelque chose à la place de cet engagement, puisque de toute évidence, nous n'étions pas, et les gens autour de moi, je crois, je peux dire largement, même si je pense à quelques personnes, mais en fait j'ai quand même l'impression que c'était très général, habités par des objectifs politiques ou par des idéologies, quoi. Je pense que le fait que nous soyons des enfants, des gens qui ont incarné ça, est très lié à ça. C'est pas parce que cette génération 90 serait indifférente aux questions politiques, je pense qu'elles ne le sont pas, et même elles sont héritières à ça, mais je pense que c'est quelque chose de lourd à porter. La forme d'émancipation politique qu'ont représenté les parents, et en même temps la désillusion qui va avec, les éventuelles fausses pistes, enfin impasses que ça a représenté aussi, et que du coup il y a un mélange de poids de ça et puis de rejet aussi, qui je pense n'est pas indissociable. On peut associer à un et de Nice et à l'absence d'horizon politique de cette génération. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une fois des valeurs, parce que dans cette musique, si vous l'écoutez, si vous écoutez les paroles, vous verrez qu'elle est très politique. Mais disons qu'il n'y a pas d'horizon de pouvoir. L'idée n'est pas de faire la conquête du monde politiquement, l'idée c'est juste d'être dans la poésie du présent, quoi. C'est très différent. Mais même, c'était assez militant d'organiser des rêves, d'aller à des rêves. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas un acte politique, mais non plus. Mais c'est quand même une forme de manifestation. Ils se retrouvent ensemble et cette musique c'était très underground. Donc en fait, pour moi, il y a quand même une forme d'engagement. C'est pas du tout politique, mais ils avaient un truc. Et c'est aussi dû à non, bien sûr. N'est pas la conquête du pouvoir. Non, pas du tout. Mais c'est aussi parce qu'il n'y avait rien à conquérir, quoi. Ils étaient, je sais pas, le mur de Berlin était tombé et voilà, quoi. Il n'y a pas d'idéologie qui combattait, il n'y avait plus de force opposée, quoi. Tout le monde avait admis le fait qu'on allait consommer tous ensemble. Alors eux, ils ont consommé de la drogue, mais je sais pas, la consommation, tout le monde était d'accord avec ça. Et on rentrait dedans doucement. Et enfin, j'ai l'impression vraiment qu'entre le mur de Berlin et en septembre, c'est flou, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que mai 68 avait eu lieu, quoi. Donc, voilà, on hérite du fait que ça a eu lieu avec les conséquences que ça a eu. Parce que dans la première, ça continue, c'est les échos de mai 68, mais on sent que c'est moins. Ils essaient de continuer à faire ça, quoi, de faire ça, mais c'est pas mai 68, quoi. Les années 80, ils sont tous dansés sur la disco. J'étais très content. Non, mais je pense vraiment, moi, qu'il y avait une forme d'engagement. Même, par exemple, Fred, qui a organisé les rêves, Xana, tout comme ça, c'est lui, il est allé 3 fois en prison. Finalement, il n'y a pas de. Ça n'a rien à voir évidemment, mais il y a un peu un truc. Et c'est seulement quand ils ont commencé à faire ça dans les clubs et que c'est devenu une vraie culture légale, quoi. Tout ce château paratif, je crois que c'est le château d'Assayas en plus, qui est d'une autre génération. Pourquoi celui-là et pas un autre, hein? Moi, j'ajouterais juste un truc, il y a les figurants aussi. Ouais. Les figurants jouent énormément. C'est quand même un travail énorme et tellement ardueux. Enfin, c'est quand même. Il y a deux choses, je trouve, dans les films, souvent les scènes, c'est vide. Ouais, on voit souvent qu'il n'y a pas de figurants, pas assez. Ça, c'est un autre gros combat. Et puis les figurants. Dans les films d'auteur, quoi. Ou alors dans les films commerciaux, il y en a énormément, mais ils sont tous faux, figurants professionnels. Et en plus, c'est que des figurants qui sont pris dans les boîtes de nuit, dans les festivals de musique. Moi, je me souviens qu'on parlait tout le temps avec Arnaud de tout ça. Et du coup, c'est des gens qui avaient un vrai rapport à la musique et qui le vivaient. Enfin, je veux dire, ils vivaient avec cette musique, ils étaient là la journée, puis même à la fin, quand on arrêtait de tourner, on remettait la musique et on dansait ensemble. Et ça, je pense que ça joue beaucoup aussi sur le. C'est-à-dire que. Pour avoir plein d'amis qui ont fait la figuration aussi, c'était très vivant. N'importe quoi. Habituellement, il y a des gens à trouver, alors là, on prend des listes et on regarde les gens et on les fait un jour du tournage en leur donnant des vagues indications vestimentaires. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à peu près aucun figurant professionnel. On est allé tous les chercher dans les clubs et on a fait un casting
intervenir par groupe et en les faisant improviser par groupe, en faisant écouter la musique du film. C'est-à-dire que ce qu'on voulait voir, c'est à la fois comment ils bougeaient, pas forcément pour qu'ils dansent bien d'ailleurs, parce que dans les clubs, il n'y a pas que des gens qui dansent bien, mais pour voir comment ils bougeaient ensemble, comment ils vivaient ensemble, et comment aussi ils étaient capables d'improviser, dans le sens où je savais que dans les scènes de club, j'allais pas que filmer des gens en train de danser sur des tables, parce que je cherchais une forme de variété, de réalisme qui impliquait qu'il y a aussi des gens qui parlent, qui s'ennuient, qui rigolent, qui font d'autres choses. Donc oui, il y a eu un travail un peu... Pardon, alors Denis, alors sur ce film, il y a eu une espèce de règle, c'est que tout a été différent sur les autres films, à part quelques collaborateurs fidèles, donc absolument pas comme ma monteuse ou ma script, il y a quelques personnes comme ça, et l'équipe son aussi, qui sont des gens avec qui je travaille depuis toujours et dont je ne peux pas imaginer me séparer. Sinon, il y a eu une espèce de... Voilà, il y a eu... Je crois que le film, même s'il est vraiment la continuité de mon travail précédent, par beaucoup d'aspects, il en diffère. Et il y avait vraiment l'idée de chercher une nouvelle énergie, une nouvelle manière de travailler, etc. Et donc il y a eu le choix de Denis, que je connaissais depuis fin août, début septembre, qui a été ma première rencontre d'une certaine manière avec le cinéma. Donc beaucoup des gens que j'ai rencontrés dans ce film ont compté pour moi énormément. Aussi bien, enfin il y a eu Lydia Sayas, il y a eu aussi Antoinette Boula qui m'avait trouvé par Casting Sauvage et qui a fait une partie du casting d'Eden, et il y a eu Denis Lenoir, qui a fait de nombreux chefs opérateurs, qui a fait de nombreux films d'Olivier, et notamment L'eau froide. Et j'aimais bien l'idée, pour faire ce film de jeunes et jeunes, avec que des jeunes et une équipe jeune, d'avoir une personne qui était beaucoup plus âgée, mais qui avait beaucoup plus d'expérience que nous, qui pouvait apporter un autre regard, et dont je savais aussi qu'il avait une énorme énergie, une grande vitesse et en fait un aspect rock'n'roll qui m'intéressait beaucoup, profiter à la fois de son expérience et en même temps sa capacité à s'adapter à la situation, sa liberté de penser, le fait qu'il travaille aux États-Unis, pas tant du fait qu'il fasse des films américains, mais que dans une autre sphère, qu'il apporte autre chose au film, c'était une chose qui m'intéressait beaucoup. Et très très vite. Enfin, c'est fou parce que le chef opérateur qui a travaillé avant, m'a paru aller déjà très vite, et il va très vite. Mais alors Denis, c'est-à-dire qu'il est systématiquement prêt avant nous, quoi. Ce qui est assez rare. Et donc du coup, il faut qu'il y ait peu de plans, peu de prises plutôt. Si justement, du coup, grâce à ça, je pouvais faire beaucoup de prises. Ce qui était tout l'enjeu, que Denis, non, cette qualité, il me semble essentielle, c'est le chef opérateur d'adapter à la mise en scène et de ne pas faire passer sa lumière avant la mise en scène. Ce qui ne veut pas dire que n'est pas sophistiqué, pensé ou soigné, elle l'est, mais il arrive à obtenir ce qu'il veut en très peu de temps, avec très peu de moyens. Il a ce côté bricoleur aussi que j'aime beaucoup, il adore inventer des éclairages avec des bouts de ficelle, s'adaptant à ce qu'il trouve sur place, etc. Et voilà, il a joué le jeu, c'était indispensable pour moi d'avoir vu le peu de temps qu'on avait, le peu de moyens. On avait des moyens, mais pas en termes par rapport à la dimension, l'ambition du film, ça faisait très peu de moyens par jour, en répartition ça faisait très peu. Et Denis, il s'est complètement adapté à ça, c'était essentiel et vital pour moi sur ce film.